Et ben aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la saison. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture assez conséquente parce que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé depuis ma dernière vidéo qui était mon interview de Denis Savine. J'ai pas eu l'occasion de filmer d'autres choses et la vidéo a été filmée il y a un petit moment déjà. Bref, ça m'avait pas mal manqué, donc je voulais absolument filmer une vidéo avant de partir en vacances parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, voilà, je suis encore chez moi mais je suis déjà en vacances. Et là, je suis en train de préparer mes sacs. Normalement, je pars demain. Donc voilà, c'est une vidéo un peu speed, mais j'ai bon espoir de réussir à la filmer, à la boucler et à la mettre en ligne aujourd'hui. Ça va pas être une mince affaire, mais ça va aller. Et comme je vous le disais, j'ai lu plein de choses, donc j'avais envie de vous faire un gros update lecture, mais je me suis rendu compte que si je vous faisais aussi bien mes lectures romans que mes lectures graphiques, ça allait être beaucoup trop long. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les lectures graphiques, et quand je rentrerai de vacances, je vous ferai un update lecture plutôt consacré au roman, parce que pareil, j'ai lu pas mal de trucs, et ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de mes lectures. Alors cette vidéo, elle sera un peu genre en deux parties. On va d'abord commencer par tout ce qui est graphique, genre roman graphique, BD, et on finira par un petit update manga. On va donc commencer par deux parutions que j'ai reçues de la part des éditions Jungle, ou Jungle, je sais jamais comment est-ce qu'on prononce, on va dire Jungle. Ils m'ont envoyé deux BD et je vais commencer par vous présenter Comme un murmure. Ça a été écrit par Morten Dour et par Sophie Louise Dam, qui sont des auteurs et autrices danois et danoises. Je pense que c'est une bande dessinée qu'on peut mettre dans les mains de tous, aussi bien des plus jeunes que des ados, que des adultes, parce que ça parle d'une thématique que j'ai très peu vue dans des livres, et surtout dans des livres entre guillemets pour enfants, pour ados, parce que eh bien, ça nous parle des violences parentales. Donc petit trigger warning si vous y êtes sensible, mais voilà, on va suivre Anna. Anna, qui est une jeune fille qui est très effacée dans son collège, qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas vraiment d'amis et qui est toujours un peu toute seule dans son coin. Et un jour, en fait, au collège, Vera et d'autres de ses amis vont lancer un jeu un peu comme un action ou vérité slash téléphone arabe. En gros, tout le monde se met en cercle, quelqu'un dit un secret dans l'oreille d'un autre et on répète un peu le secret d'oreille à oreille et à la fin, on voit ce qui a été dit. Et un jour, Vera va convier Anna à jouer avec eux à ce qu'ils appellent donc le jeu du secret, je crois. Et Anna va souffler dans l'oreille de Vera ma mère me frappe. Donc à partir de là, eh bien, Vera va essayer de l'aider et en même temps, elle ne sait pas trop comment s'y prendre et on va traiter Anna de menteuse, on va dire que c'est pas vrai, que sa mère a l'air hyper gentille, que c'est pas possible qu'elle la frappe. Et voilà, comment démêler le vrai du faux, comment alerter ses professeurs, le proviseur, comment faire quelque chose quand on se retrouve confronté à ça. C'est voilà, c'est de quoi traite le livre. J'ai trouvé ça très bien écrit et je trouve que c'est une thématique très importante qu'on aborde malheureusement pas assez souvent et qui arrive, je pense, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Donc voilà, c'est une lecture que je vous recommande, ça se lit très vite. Je pense que c'est un bon livre à lire pour se sensibiliser un petit peu à ce sujet. Et si parmi vous, il y a des gens qui tiennent une bibliothèque ou un CDI dans un établissement scolaire, je pense que c'est un livre important à avoir à portée de main. Voilà, en CDI ou en bibliothèque, parce que je pense que ça peut aider des personnes qui sont en détresse à parler et à prendre parole, et Dieu sait si c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. On continue avec une BD un petit peu plus joyeuse, toujours aux éditions Jungle. Il s'agit de Les Saveurs du Printemps. C'est de Kevin Panetta et de Savannah Ganucheau. Je pense que ce sont des Américains. Oui, c'est ça, Kevin Panetta, il est new-yorkais, et Savannah Ganucheau, elle vient de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Le livre est plutôt connu, vous l'avez certainement déjà vu en librairie. Il me semble qu'en VO, le titre du livre est Bloom, et j'ai trouvé ça très bien. Le livre est entièrement bleu, ça m'a un petit peu rappelé In Waves niveau graphique et ambiance, parce que voilà, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Harry et voilà, qui est diplômé
du lycée, c'est ça, et il rêve de fuir sa province pour tenter sa chance avec son groupe de musique. Harry, il vit vraiment dans un côté très paradisiaque, genre vous savez, toutes ces maisons au bord de la mer, il y a une ambiance très Venice Beach que j'ai trouvé hyper cool. On a envie d'aller à la plage et de prendre le soleil. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de cette BD. Et en gros, pour vous remettre un petit peu l'histoire, on va donc suivre Harry. Harry qui va faire la connaissance d'un autre garçon qui s'appelle Hector. Hector qui arrive dans cette ville parce que sa grand-mère est décédée et donc il vient pour retaper un petit peu la maison et pour récupérer les affaires de sa grand-mère. Et voilà, Harry et Hector vont se rencontrer. Harry travaille dans la boulangerie de ses parents et Hector, justement, est boulanger. Donc, il va trouver un petit job à mi-temps chez eux. Et voilà, et cette amitié va se transformer en amour et on va suivre leurs sentiments, toute leur petite idylle amoureuse. J'ai trouvé ça très bien écrit, très mignon. Ça fait toujours très très chaud au cœur de voir... voilà, des petites histoires trop mignonnes entre garçons. Il y a un petit côté un peu Heartstopper qui n'était pas pour me déplaire. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que graphiquement, ça marchait très très bien. Toutes ces planches dans un camailleux de bleu, ça marche vraiment bien. Bref, j'ai trouvé ça très très cool, très très agréable à lire. C'était une belle lecture de l'été, pareil que je vous recommande si vous avez envie d'un petit peu d'amour dans votre bibliothèque. Et dans un tout autre registre, j'ai récemment terminé George Sand, Fille du siècle. C'est édité chez Delcourt dans la collection Ancrage et c'est de Séverine Vidal et de Kim Conseny. C'est une BD assez volumineuse, genre c'est assez conséquent. Ça fait 335 pages et pourtant j'ai mis énormément de temps à la lire, vraiment plus de temps que ce que je ne pensais parce que c'est extrêmement dense. Alors comme vous pouvez l'imaginer, George Sand, Fille du siècle, ça nous raconte l'histoire de la vie de George Sand. George Sand qui est né au début des années 1800 sous le nom de Aurore Dupin, qui est donc son vrai nom et prénom. Et on va suivre voilà, toute la vie de la naissance à la mort de cette femme d'exception, de cette femme qui a marqué l'histoire, de cette femme qui a côtoyé tellement de grands noms, je trouve, parce que George Sand, elle a fréquenté Musset, elle a fréquenté Chopin, elle a connu Victor Hugo, elle a connu Voltaire. Vraiment, elle a eu une vie incroyable, une grande vie de femme de lettres, féministe avant l'heure, communiste, qui était vraiment à fond dans les luttes sociales, qui a aussi vécu voilà, des histoires d'amour incroyables, qui a voyagé un petit peu partout. Vraiment, c'est une femme qui a une vie hyper dense, et le livre est hyper dense. Moi, de George Sand, je ne connaissais que quelques écrits, et puis l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec Alfred de Musset, et je me suis rendu compte qu'en fait, George Sand, c'est tellement plus, c'est vraiment une femme, comme je vous le disais, qui a marqué son histoire, qui a une vie tellement dingue pour l'époque. Je trouve qu'elle a vraiment une vie de femme totalement libérée. Et je comprends pourquoi est-ce qu'à l'époque, elle a pu faire scandale. Et vraiment, je vous recommande très très chaudement cette BD. J'ai trouvé vraiment que c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé le dessin. La première fois que j'ai feuilleté le livre, j'ai eu quelques réserves. Je me suis dit, j'imaginais pas trop ça comme ça. Et en fait, le dessin fonctionne vraiment très très bien. J'ai trouvé la narration parfois un petit peu décousue, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé qu'on s'attarde un petit peu plus sur certains aspects de sa vie, mais je comprends que voilà, on a 330 pages pour résumer sa vie. Évidemment, il y a des passages sur lesquels on va un petit peu plus vite, il y a des passages qu'on élude un petit peu, et je pense que c'est une très bonne introduction, en fait, à la vie de George Sand, et après, rien ne vous empêche d'aller voilà, d'aller chercher quelques livres, d'aller chercher de la documentation pour en savoir encore plus, parce que, voilà, on apprend plein de choses, c'est passionnant, mais il y a certains aspects que j'aimerais bien approfondir, donc c'est pour ça que je pense que je lirai d'autres livres sur George Sand. D'ailleurs, si vous en avez certains à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires parce que vraiment, je suis preneur. Mais ça a été en tout cas une belle découverte. Et si vous êtes déjà fin ou fine connaisseur de George Sand, je pense que ça pourra quand même vous plaire parce qu'il y a vraiment un côté très très agréable de survoler toute sa vie comme ça et de croiser avec elle toutes les personnes qu'elle a côtoyées durant sa vie. Voilà. J'ai trouvé ça très très beau, j'ai beaucoup aimé. J'en ai d'ailleurs fait un petit post sur Instagram. J'ai trouvé ça très inspirant et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette femme parce que vraiment, je l'ai trouvée passionnante.
Une autre BD dont j'ai aussi parlé sur Instagram et que j'ai lu tout récemment, il s'agit de L'Entaille de Antoine Maillard. C'est publié aux éditions Cornelius et ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré cette BD. Déjà, juste l'objet livre est magnifique. L'Entaille de Antoine Maillard, c'est un récit qui nous plonge dans l'Amérique un petit peu des années 90, je dirais. Il y a un côté un petit peu rétro qui est très très bien amené. Le dessin de Antoine Maillard est juste divin, vraiment. Toutes ces planches qui font dessin américain très ancien, tout est fait au crayon. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Il y a assez peu de dialogues, mais les dialogues sont très 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 bien écrits. Et voilà, j'ai adoré. Pour vous remettre dans l'histoire, on va suivre eh bien voilà, cette ville qui est peuplée par pas mal d'adolescents, parce qu'on va surtout suivre des adolescents. Et voilà, dans cette ville portuaire des États-Unis, il va y avoir une série de meurtres très très violents. Et on va suivre voilà, un groupe de jeunes qui va essayer eh bien, de comprendre ce qui se passe et qui malgré tout vont essayer aussi de vivre leur vie entre les soirées, la drogue, le sexe. C'est vraiment très bien écrit. Il y a un énorme hommage, je trouve, à David Lynch et en particulier à Twin Peaks dans cette BD. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai autant aimé ma lecture. Donc voilà, un vrai coup de cœur. Je peux pas trop vous en dire plus parce que pour moi, c'est une BD qui se découvre, c'est une BD qui se savoure. Tout ce que je peux vous dire, c'est ne vous attendez pas à tout comprendre, ne vous attendez pas à avoir réponse à tout, parce que L'Entaille cultive un petit peu ce mystère qu'on retrouve dans tous les films de Lynch et en particulier dans Twin Peaks. Vous savez, il y a un côté très mystérieux dans la mesure où on a plein de faits et on a envie de tous les attraper pour mieux les étudier, pour mieux comprendre ce qui se passe, mais malheureusement on est enfermé dans le découpage du livre et donc le médium nous embarque avec lui pour nous conter cette histoire. Et moi, dès que je l'ai terminé, je me suis surpris à la reprendre depuis le début et à analyser plein de cases où je me suis dit, attends, il y a peut-être un indice, il y a peut-être un truc qui m'a échappé parce que voilà, j'avais pas toutes les clés pour tout comprendre. Et en même temps, on peut chacun se faire notre propre analyse de l'œuvre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que j'avais déjà retrouvé dans Le Patient de Timothée Le Boucher et qui m'avait aussi beaucoup plu. Et on retrouve un petit peu de ce côté très très mystérieux dans L'Entaille. Dans tous les cas, c'est vraiment une BD que je vous recommande très très chaudement. Les éditions Cornelius font toujours un travail éditorial absolument génial. Et voilà, j'ai découvert Antoine Maillard grâce à cette BD. J'ai commencé à le suivre sur Instagram. Il fait des dessins de fou. D'ailleurs, il fait pas mal de dessins de Twin Peaks. Ce n'est pas pour me déplaire. Et voilà, je vous recommande vivement de découvrir cette BD qui m'a énormément plu. Bon, et je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon la vidéo là elle va durer 107 ans et ça va être un enfer à monter. Dernière BD qu'il faut que je vous présente, il s'agit d'un tome 2, j'avais déjà présenté le tome 1 il y a assez longtemps en vidéo. Il s'agit du second tome de la saga des Ogres-Dieux. Le tome 2 s'intitule donc Demi-sang, c'est de Hubert et Gatignolles et autant vous dire que j'ai juste adoré. Alors déjà, une fois de plus, admirez l'objet livre qui est juste somptueux, il y a de l'embossage doré sur le titre, bref on adore, de toute manière le dessin de Gatignolles me fascine, c'est vraiment magnifique. Je vous avais parlé du premier tome des Ogres-Dieux, donc il y a un petit moment en vidéo. Les Ogres-Dieux, ça nous plonge dans un royaume qui est dirigé par des géants vraiment géants, genre vraiment gargantuesques, immenses, et des géants qui règnent voilà, sur leur royaume d'une main de fer, puisque on est dans un régime moyenâgeux autoritaire avec des dirigeants qui mangent la population dans la mesure où les géants se nourrissent d'êtres humains. Dans le premier tome, on suivait la vie d'un prince déchu qui est né petit alors que ses parents sont le roi et la reine et donc qui sont eux géants. Et on suivait un petit peu sa fuite à travers le royaume pour ne pas mourir. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et ici, dans Demi-sang, on va plutôt suivre la vie donc de ce jeune homme dont j'ai oublié le nom, bizarrement. Comment est-ce que j'ai pu oublier ce nom?
je ne sais plus, Yori, c'est ça. On va suivre la vie de Yori, qui lui est un humain, donc qui est de petite taille, et voilà, qui est né d'une liaison entre la bourgeoisie humaine et une femme du peuple. Et lui, il va essayer bien, de se faire une place à la cour, parce que si le royaume est dirigé par des géants, il y a quand même la bourgeoisie et une cour humaine qui est un peu là pour transmettre les informations de la royauté vers la population. Et donc, on va suivre plusieurs intrigues de cour, des machinations, et Yori, au milieu de tout ça, qui essaye de se faire une place de premier choix auprès de la cour, et qui va essayer de s'embourgeoiser le plus possible. Malheureusement, il va se brûler les ailes, mais je ne vous en dis pas plus. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, extrêmement bien dessiné. On est vraiment dans un récit gothique qui est passionnant, qui est haletant. Et voilà, les planches sont somptueuses, j'ai juste adoré ma lecture et j'ai déjà hâte de lire le troisième volume. Le troisième volume qui s'intitule Le Grand Tome, que j'ai déjà dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore lu. Et une fois que ce sera fait, eh bien, je m'achèterai le quatrième et dernier tome parce que voilà, c'est une saga de BD en 4 tomes. Elles ne sont pas données, hein. Il me semble qu'un volume coûte environ 25 €. C'est un investissement, mais vraiment, c'est des BD grand format, très bien reliés, magnifiques. Et comme je vous dis, le récit est juste incroyable. C'est passionnant, c'est titanesque. Les planches sont somptueuses. Et vraiment, c'est de toute beauté. Je vous le recommande très, 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 très chaudement. C'est un petit coup de cœur, ouais. Bon, et on a donc terminé pour toute la partie BD / roman graphique. Maintenant, on va pouvoir passer au manga. Je viens juste de remarquer que j'ai 5 mangas à vous présenter et ce sont 5 mangas qui ont été édités chez Pika parce qu'en fait je reçois assez régulièrement les nouveautés de chez Pika et voilà, et j'en ai lu pas mal et j'ai tout aimé, ouais. Et donc voilà, il faut que je vous présente tout ça. On va commencer assez rapidement, parce que là je peux pas trop vous en parler, par le tome 9 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, qui est donc la suite de Cardcaptor Sakura. C'est de Clamp, c'est le volume 9, donc je peux pas trop vous en parler, parce que sinon je vais vous spoiler de ouf. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce volume 9, l'histoire fait une fois de plus un bond en avant. Je pense qu'on se rapproche doucement mais sûrement de la conclusion de ce nouvel arc. Et autant vous dire que quand je me suis lancé dans Clear Card Arc, je me suis dit « Ah, ça va être cool, les nouvelles aventures de Sakura, qu'est-ce qui va se passer, tout ça ». Je m'attendais à quelque chose d'assez gentil, en mode « Ah, des nouvelles cartes, quelques petits mystères, mais voilà, c'est tout ». Et en fait, je suis extrêmement surpris parce que Clear Card Arc, je pense, va apporter énormément de choses à ce que je vais appeler la mythologie de Sakura, dans la mesure où ça approfondit vraiment beaucoup le lore, le background du personnage de Sakura, mais de plein d'autres personnages. On en apprend plus sur d'où vient la magie, d'où viennent vraiment les cartes, qui était Clo, est-ce qu'il y a d'autres magiciens comme lui? Et vraiment, ça approfondit un peu toutes ces questions. On en vient même à se questionner un petit peu plus sur les origines même de Sakura et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'ai très très hâte de lire le volume 10, j'ai très très hâte qu'il sorte. J'ai ensuite lu un one-shot, alors pour une fois ce n'est pas un manga à suivre, c'est un volume unique et il s'agit de The Voices of a Distant Star. C'est de Makoto Shinkai, donc Makoto Shinkai qui est à l'origine du manga animé Your Name, qui est hyper cool, je pense qu'on ne vous le présente plus. Et au dessin, c'est Mizu Sahara, qui est assez connu, je crois, pour avoir fait du yaoi, il me semble. Bon, là, on n'est pas du tout dans une romance gay, mais on est bien dans une romance. On est dans un livre, dans un manga de science-fiction, où l'humanité, on va dire, domine l'espace. On est en plein 2047, où en fait, la population peut aujourd'hui s'engager dans ce qu'on va appeler l'armée de l'espace. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, et ben, il y a aussi l'armée dans l'espace. Et donc cette armée spatiale, qui est donc appelée la flotte spatiale des Nations Unies, enquête et en fait est sur les traces des Tarsiens. Les Tarsiens qui sont donc des extraterrestres en fait, qui ont une technologie incroyable et donc qui permettrait à l'espèce humaine de faire un bond en avant d'un point de vue technologique.
Et on va suivre Mikako, qui est une lycéenne, donc qui est enrôlée dans la flotte spatiale. Et on va suivre Noboru, qui est un jeune garçon qui, lui, reste sur Terre et continue ses études comme un étudiant, tout ce qu'il y a de plus basique. Et Mikako et Noboru sont en fait éperdument amoureux l'un de l'autre et donc vont entretenir une correspondance par mail et par message. Sauf que au plus Mikako s'éloigne dans l'espace, au plus les messages mettent du temps à parcourir la distance entre les deux. Quand le livre commence, un message met 2 ou 3 jours à parvenir à l'autre, donc ils peuvent encore se parler plutôt normalement. Sauf qu'au bout d'un moment, les messages mettent 1 semaine à faire la distance, puis 1 mois, puis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on va suivre Mikako et Noboru grandir, évoluer, et pourtant les deux vont rester très très soudés l'un à l'autre. Ils restent éperdument amoureux et il y a un côté assez tragique et assez triste parce que cette distance qui les sépare crée une distance encore plus grosse entre eux. Et voilà, on suit cette histoire d'amour un petit peu tragique que j'ai trouvé vraiment très très belle. C'est très très bien écrit. J'ai trouvé ça très émouvant. Bon, clairement, ne lisez pas ça le jour où vous êtes un petit peu triste. Mais voilà, ça se lit bien, c'est très touchant. C'est un tome unique, donc voilà, ça se découvre tout seul et je vous le recommande. On continue avec un autre manga qui s'intitule The Witch and the Beast. J'ai reçu les 2 premiers tomes, mais pour l'instant je n'ai lu que le premier. C'est de Kozuke Satake et c'est plutôt pas mal, même si ça a un peu manqué d'originalité à mon goût. Dans The Witch and the Beast, on va suivre Ashaf et Guido, c'est ça, qui sont des chasseurs de sorcières. Parce qu'on est dans un monde où les sorcières sont assez malfaisantes. On est dans un univers très victorien, donc vraiment à l'aube de la révolution industrielle. Et en fait, Ashaf et Guido partent un peu à la chasse aux sorcières, qui font souvent pas mal de grabuges dans les villes qu'elles traversent. Et eux deux sont surtout à la recherche d'une sorcière en particulier, parce qu'ils veulent se venger d'elle, pour une raison bien particulière que je ne vous dirai pas là, parce que ça serait du spoil. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc on va suivre ces 2 personnages assez puissants, mener l'enquête dans diverses villes, chasser diverses sorcières, et c'est à peu près tout. J'ai eu la sensation en lisant ce premier tome d'avoir une grosse intro à un manga qui risque, je pense, d'être assez long, pour lequel il y aura pas mal de volume, je pense, parce que sur la première histoire, j'ai eu l'impression que tout allait beaucoup trop vite et qu'on creusait pas assez. Et vraiment, la première histoire qui fait office d'intro est très très vite résolue et on passe à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un manga qui va... Alors j'espère que ça va me surprendre, mais j'ai l'impression qu'on va garder ce schéma de... On arrive dans une ville, on chasse une sorcière, on essaie d'en apprendre un petit peu plus sur la sorcière qu'on cherche, et on va dans la ville suivante. Et dans chaque ville, nous, en tant que lecteurs, on va en apprendre un petit peu plus sur Ashaf et sur Guido, sur leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils recherchent cette sorcière. Et voilà, j'ai l'impression que le schéma va se répéter, se répéter, se répéter. Peut-être pas, il faut que je lise le tome 2 et je vous en parlerai. Donc voilà, c'était plutôt bien, j'ai bien aimé le dessin, les thématiques sont cool, les scènes d'action sont plutôt cool. Tout est plutôt cool, mais dans l'ensemble, ça manque d'un petit soupçon d'originalité qui va me faire dire « Ah ouais, putain, c'est vraiment bien ». Genre, c'était sympa, c'était une bonne lecture, à voir pour la suite. Et on va donc terminer avec les 2 derniers mangas qui sont en fait des tomes 1 et 2, donc je vais vous les présenter d'un coup. Ce sont des mangas de Aidalro, j'espère que je dis bien son nom, et ça s'intitule Toileto Bound Hanako-kun. Vous l'avez certainement vu passer parce qu'on le voit pas mal en librairie en ce moment. C'est un shonen, hein, ouais, c'est un shonen. Un shonen plutôt rigolo que j'ai trouvé vraiment très très bien réussi dans Hanako-kun, hein, parce qu'on va le dire de manière un petit peu plus courte, parce que le titre est un peu long. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Néné, et cette jeune fille va essayer de trouver Hanako. Hanako qui est censé être l'esprit d'une jeune fille qui entrait les toilettes, je crois, du 3e étage. Ouais, c'est ça. Les toilettes du 3e étage de son lycée. Et voilà. Et donc, elle a un vœu à soumettre à Hanako. Et elle va essayer d'aller chercher cet esprit dans les toilettes. Elle va le trouver
Parce que oui, elle va le trouver, parce que Hanako, contrairement à la rumeur, n'est pas le fantôme d'une fille, mais le fantôme d'un jeune garçon, d'où le Hanako-kun. Et Hanako va embarquer Néné avec lui dans un tourbillon d'aventure au sein même donc, de l'école Kamome. Et c'est hyper cool, on est vraiment dans un truc un peu à la Soul Eater où on va suivre 3 personnages parce que Néné et Hanako vont être rejoints par un 3e protagoniste à la fin du tome 1, ouais. Et voilà, on suit nos 3 protagonistes qui chassent un peu les esprits dans leur école. On a plein de légendes urbaines sur les écoles japonaises, plein d'esprits qu'il faut combattre, qu'il faut exorciser. Et j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. C'est hyper drôle, c'est vraiment hyper comique. J'ai trouvé que le dessin était vraiment magnifique. On s'attache très très vite aux personnages. Et je pense que c'est le genre de manga qui commence un peu d'une manière très très comique. Et je suis persuadée qu'au bout de 5-6 volumes, l'histoire va devenir un petit peu plus sombre et va gagner un petit peu en maturité. Et c'est vraiment pas pour me déplaire. Il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis au Japon en VO. Je ne sais plus combien exactement, je vous l'écrirai quelque part ici. Parce que j'ai reçu ces 2 mangas-là dans un très joli service presse. C'était très très bien présenté. D'ailleurs, merci à Pika pour ça. Et voilà, il y avait pas mal d'infos dans le service presse. Donc tout ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de volumes qui sont sortis au Japon. Il me semble que la série est d'ailleurs déjà terminée là-bas. Donc c'est cool. Il me semble qu'on est sur un truc à 24-25 tomes. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi. On verra bien. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé Hanako-kun et j'ai très hâte de recevoir le 3e tome pour découvrir la suite de toute cette histoire parce que là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était très original. On plonge vraiment dans le folklore japonais à fond et les dessins sont juste magnifiques. Donc vraiment, c'était vraiment un plaisir de découvrir ces 2 premiers tomes. Vivement la suite. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour cette update graphique. J'espère sincèrement que ça vous a plu. J'avais vraiment beaucoup de livres à vous montrer. Parce que voilà, ces derniers temps, j'ai lu pas mal de trucs. J'ai vraiment beaucoup aimé tous ces livres. Comme je vous le dis, il y a peut-être juste The Witch and the Beast, où j'étais un peu plus en demi-teinte. Mais sinon, sur tout le reste, ça a été que des lectures graphiques vraiment de qualité. Donc, je vous recommande tout ça. D'ailleurs, si vous avez fait des lectures graphiques plutôt cool, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là-dessus, moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'attaquer au montage en espérant que j'arrive à publier cette vidéo avant de partir en vacances. Et on se retrouvera d'ailleurs fin août, début septembre pour un update sur les romans et je compte aussi certainement faire un vlog pendant mes vacances. Donc voilà, il y a déjà pas mal de bonnes vidéos qui devraient arriver à la rentrée. Et puis fin septembre, il y a 2 vidéos qui arriveront coup sur coup qui j'espère vous plairont. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Je peux pas trop vous en dire, mais voilà, c'est 2 vidéos qui vont être un petit peu importantes pour moi. Donc j'espère sincèrement qu'elles vous plairont. Là-dessus, moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous souhaite un bon courage pour la reprise si vous avez déjà repris ou juste si vous n'avez pas eu de vacances. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis faites de belles lectures. Ciao!